j'étais chez ChatGPT, puis je lui ai juste dit « Décris-moi le personnage qu'il y a là ». J'ai mis le texte du programme et il me dit « Chine, menace ou opportunité stratégique ». Avec notre prochain intervenant, on ne parle plus de la Chine vue de loin, mais de la Chine vue, 3 petits points, depuis l'intérieur des ambassades, des négociations et des coulisses du pouvoir. Jean-Jacques de Dardel est économiste, docteur en sciences politiques et diplomate de carrière. Il a été ambassadeur en Suisse, en Chine, Mongolie et Corée du Nord. Après avoir représenté la Suisse en France, à Monaco, en Belgique et auprès de l'OTAN. Autrement dit, il a passé sa vie à naviguer entre Pékin, Bruxelles, les grandes organisations internationales, Paris, sans jamais perdre son flegme helvétique. Aujourd'hui, il enseigne à Tsinghua Business School, Université de Zurich, préside la Economy of Trust Foundation. Son terrain d'analyse, la manière dont les rapports de force géopolitiques, la montée en puissance de la Chine et les doutes de l'Occident reconfigurent la carte économique et stratégique du monde. Petite anecdote, j'adore ChatGPT, il me dit petite anecdote. Lorsqu'il a pris la tête de la plus grande ambassade de Suisse au monde à Pékin, il a comparé cela non pas à piloter un petit hors-bord, mais à prendre les commandes d'un respectable paquebot qu'il faut manœuvrer avec considération pour tout ce qui a été construit avant. Ajoutez à cela qu'il a aussi écrit sur l'art aborigène d'Australie et le mont Athos, on est loin du diplomate monotone et très près d'un vrai passeur entre cultures. Aujourd'hui, il vient nous aider à répondre sans langue de bois. La Chine est-elle une menace ou une opportunité stratégique ? Dans un monde où la politique et la finance s'entrelacent, il va nous offrir une lecture directe, nuancée et parfois dérangeante des équilibres à venir. Merci d'accueillir Monsieur Jean-Jacques de Dardel. Jean-Jacques, bienvenue. La parole. Juste, est-ce que ChatGPT a été plus ou moins juste ? C'est formidable d'entendre cela, de cette manière-là, extrêmement amusant. Je ne l'aurais pas dit de cette façon-là, mais enfin, je ne peux pas contredire. La Chine a une sortie absolument incroyable. Je parlais encore avec une entreprise qui est active en Chine et qui disait aujourd'hui le luxe en Chine devient de moins en moins intéressant, le luxe occidental. On a le luxe chinois qui se met en place. On a un pays qui est en train de devenir un continent, qui est en train de devenir une planète. Ton regard, merci de ton propos. Merci Olivier. Assez parlé de moi. Et sans plaisanterie, avez-vous lu mon dernier livre ? Ce que je veux dire, c'est que je vais vous parler, non pas comme un livre, mais je vais vous parler comme je le fais face à des Occidentaux. Et croyez-moi, j'ai passé des années à dire, non pas l'inverse, mais à prendre une position complètement différente lorsque j'essaie d'expliquer mon pays, la Suisse, ou bien mon monde, c'est-à-dire l'Occident, à la Chine. Quand on aborde la Chine, on peut se dire, il faudrait passer le micro à un sinologue, quelqu'un qui la connaît de l'intérieur et profondément, la culture. Et qu'est-ce que la culture chinoise ? Aujourd'hui, la doxa, imposée par le gouvernement, est que la Chine a 5000 ans d'histoire. Ce n'est pas faux, mais c'est loin d'être vrai. La Chine, c'est plutôt 3000 ou 2300 ans depuis le premier empereur chinois, Huangdi. 2300 ans d'une évolution à travers des dynasties. Ça, tout le monde l'a compris. Ce qu'il y a d'intéressant à constater en regardant les chiffres et l'histoire, c'est que sur 21 siècles, il y en a eu 7 où la Chine a été gouvernée par des étrangers. Des dynasties chinoises, considérées comme chinoises, mais qui venaient du Nord, des peuples du Nord, proches des Mongols, ou alors carrément des Mongols ou des Mandchous. Aujourd'hui, si vous le dites à un Chinois, il vous prend pour un fou, parce que la Chine a toujours intégré les étrangers et les a sinisés. Et donc les Chinois, qui sont très nationalistes à travers leur éducation, et je reviendrai là-dessus, considèrent que non, tout ça c'est des dynasties chinoises. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous ne trouvez pas une dynastie chinoise
qui ait régné sur un autre pays. Vous trouvez au contraire cette présence étrangère en Chine, une Chine qui les a sinisés. Si j'insiste là-dessus, c'est pour des raisons qui me permettront d'expliquer la vision chinoise face au monde par rapport à ce qu'elle a été et ce qu'elle est encore, le nombril du monde. Comprenons-nous, l'empire du milieu, c'est le sentiment qu'on est au milieu du monde. Et les empereurs de Chine n'ont pas, ou presque pas, envoyé des ambassadeurs à l'étranger. Ils attendaient que l'on vienne à eux, leur apportant un tribut. Gardons ça à l'esprit, mais à cause de la position de la Chine de nos jours, concentrons-nous sur les temps modernes. Et les temps modernes commencent, certes au XIXe siècle, le siècle de l'humiliation, où la Chine a été dominée, là, cette fois-ci, non pas par une dynastie, mais par des puissances occidentales. Vous vous souvenez de la guerre de l'opium, par exemple, et puis ensuite par des Japonais qui ont trucidé des centaines de milliers de Chinois. Et donc, jusqu'en 1945, la Chine a véritablement souffert aux mains d'étrangers. Et à partir de 1945, elle est libérée de la Deuxième Guerre mondiale, elle reste en guerre, et en 1949, avènement de la Chine communiste sous Mao. Donc, 75, 76 ans maintenant de communisme. Quelles sont ces étapes ? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, là n'est pas mon propos, mais je cherche à expliciter les temps modernes. Il y a eu des tragédies sans nom. Entre 58 et 62, le communisme agraire de Mao a voulu se hisser au niveau du soviétisme industriel et ça nous a donné le grand bond en avant. Les démographes actuels ont battu en brèche ce que j'avais cru apprendre il y a longtemps. Ce ne sont pas entre 35 et 45 millions de morts, c'est plutôt entre 52 et 55 millions de morts au début des années 60 qui ont obéré la démographie chinoise à cause du grand bond en avant. Puis ensuite, entre 66 et 78, vous avez la révolution culturelle. Là, c'est beaucoup moins, c'est 1 million de morts environ. Mais c'est une angoisse, une panique, une peur qui s'installe sur l'ensemble du pays. Des années noires. Gardons ça aussi à l'esprit lorsque l'on se penche sur les défauts de la Chine moderne. La Chine s'en tire infiniment mieux qu'à ces moments tragiques de son histoire récente, finalement. Alors j'aime à situer ma vision sur la Chine moderne à partir des années 80. Après Mao, vous avez eu une succession et puis vous avez eu Deng Xiaoping, un visionnaire, qui a entamé la politique du « Reform and Opening Up ». Réformons et ouvrons-nous. Alors, aujourd'hui, il est bon de dire en Chine que ça date de 1978. Oui, écoutez, c'est décembre 78 où Deng Xiaoping prononce un premier discours dans ce sens-là. Cette réforme et cette ouverture du pays n'a commencé véritablement qu'au début des années 80. Elle a eu lieu. J'ai visité pour la première fois moi-même, avec ma femme qui elle est sinologue, la Chine en 85-86. Et on voyait déjà des sourires, une bonhomie, si vous voulez, et toute une série d'édifices modernes, mais enfin pauvres. Alors, j'ai regardé les chiffres, j'aime bien les chiffres. Et j'ai constaté la chose suivante, que vous n'apprenez pas si on ne vous le dit pas. En 1980, la Chine avait 980 millions d'habitants. Après en avoir perdu, et donc une courbe démographique qui avait été ralentie en raison du grand bond en avant. Donc presque 1 milliard d'habitants. La Suisse en avait 6 millions 2. Le PNB de la Chine en dollars constants, ça c'est des chiffres de la Banque mondiale. Le PNB de la Chine en dollars constants des années, j'ai oublié lesquelles, j'avais fait ces calculs il y a longtemps, ce PNB était 25% inférieur au PNB suisse. Nous parlons non pas du per capita,
nous parlons de chiffres globaux. En chiffres absolus, ça s'équilibre autour de 83-84, et puis ça augmente lentement. 10-15 ans après, on en était à 2,5 fois le PNB de la Suisse, puis maintenant on est à 19 fois le PNB de la Suisse. En 2000, on continue cette progression. En 2008, il y a les Jeux Olympiques à Pékin. Grand coup de balai. C'est comme quand on donne une grande réception, alors on se met à nettoyer partout. On change les mœurs sociales et on veut présenter la Chine au monde. Effectivement, la présentation est bonne. En 2010, la Chine est déjà, objectivement, la deuxième économie mondiale. Souvenez-vous, en 80, 30 ans avant, elle n'était rien. Et voici que, en 2013, c'est Xi Jinping qui arrive au pouvoir. Les choses continuent sur leur poussée ascensionnelle jusqu'à ce qu'en 2018 commence un raidissement de la politique de Xi Jinping et les années suivantes vont amener cette grande progression à un stade de lenteur, voire de décroissance. Bien. Donc, en quelques mots, je vous ai rappelé une espèce de fulgurance dans le développement économique de la Chine. Mais à cela s'ajoute également une véritable évolution sociologique. Les Chinois ont toujours baigné dans une grande communauté. Le confucianisme les a placés irrémédiablement dans une hiérarchie où les anciens doivent être respectés et les enfants sont là pour les respecter et les suivre. Le sens de la communauté aura été remplacé ensuite par l'obédience due au Parti communiste. Et pourtant, avec ce grand développement économique, il y a eu également, sorti de la misère, sorti de la pauvreté, de centaines de millions de Chinois. Et on considère que sur les 1,4 milliard environ de Chinois, il y en avait plus avant, et on frise les 1,4, on est encore à 1,41, il y a entre 700 et 800 millions de gens qui font partie de la classe moyenne, pas des pauvres qui arrivent à se nourrir, c'est de la classe moyenne. Vous avez également le plus grand nombre de créations de milliardaires au monde, 2 à 3 par semaine, et ça continue. Vous avez donc un fort enrichissement qui a permis une individualisation de la société. Les Chinois et les Chinoises se sont libérés de leur pauvreté imposée et ont pu se concentrer sur, non pas leur bonheur personnel, on en cherche tous, mais un avenir personnel, une prise en main de leur propre devenir. Et ça les a changés, ça les a marqués. Le tout aura été accompagné, jusqu'à la fin des années, jusqu'à il y a 5-6 ans, d'une gouvernance due au Parti communiste. Je n'ai aucune sympathie pour le communisme et les partis communistes, mais je reconnais que ce Parti communiste-là aura été suffisamment ouvert d'esprit pour lâcher la bride, pour permettre à beaucoup d'entreprendre et pour permettre également une ouverture économique face au reste du monde. Et donc il y a eu une conjonction d'évolution sur l'espace d'une génération et demie, si vous voulez, qui a profondément transformé la société chinoise. Et puis, avec cela, la Chine a eu besoin de toujours plus de ressources. On en a tous besoin quand on se développe. Et ça a commencé avec la révolution industrielle en Grande-Bretagne au XVIIIe, et chez nous aussi. Bref, on a besoin de ces ressources. Alors, qu'a-t-elle fait, la Chine? Elle a utilisé les siennes propres, elle en a, mais c'est surtout du charbon, par exemple, et elle aura gravement pollué son pays. Là, je dirais qu'en arrivant en Chine, j'ai eu
Deux surprises. La première, c'est que le hasard a voulu que lorsque nous avons atterri, nous sommes entrés dans un des deux pires pics de pollution que Pékin a connus. La pollution est surtout au nord de la Chine. Et on ne voyait pas l'aéroport. On a atterri, je ne voyais toujours pas l'aéroport. Ça a été une première surprise. Mais mon autre surprise a été d'apprendre, de constater qu'il y avait une opinion publique qui grondait, qui était fâchée de la pollution. Je pensais qu'il y aurait eu d'autres priorités dans sa vision de cette opinion publique. J'ai constaté qu'il y a une opinion publique et qu'elle est agissante puisque les autorités ont décidé de justement aborder le problème de la pollution. Ce qui veut dire qu'on a fermé les usines, beaucoup d'usines à charbon, on est allé chercher des sources d'énergie ailleurs, ce qui me permet de vous parler de cette présence de la Chine que l'on aura pu considérer comme étant envahissante à travers d'autres continents, à travers le reste du monde. Oui, la Chine est partie chercher des ressources ailleurs, là où elle le pouvait, là où elle avait en face d'elle des partenaires potentiels qui l'acceptaient plus ou moins bien. Ce fut le cas en Afrique en particulier, parce que les Africains, l'Afrique regorge de ressources, de matières premières. Comprenons-nous, ce n'est pas la seule région du monde où il y en a. L'Asie centrale en a aussi beaucoup, mais l'Asie centrale était soviétique pendant longtemps. Et alors, la Chine est partie là-bas, elle s'est implantée, elle a envoyé beaucoup de monde, elle a développé une partie des infrastructures de ces pays, elle s'est intéressée au reste de l'Asie en faisant la même chose, et on aura eu l'impression chez nous, en Occident, ah, voilà, ils sont devenus impérialistes, ils viennent marcher sur nos plates-bandes, ils s'approprient les ressources dont nous aurions pu aussi utiliser une partie, et ils transforment l'esprit des gens avec lesquels nous avons à traiter ici et là dans ce que l'on appelle maintenant the Global South, le Sud, les pays du Sud. Maintenant, je vous ai dit au départ, la Chine n'a pas ou peu, pratiquement pas colonisé. Elle a colonisé quoi? Ce qui fait partie de la Chine maintenant, le Tibet, le Xinjiang, mais elle n'est pas allée au-delà. Il n'y a eu qu'une courte période dans son histoire, entre 1403, 2 ou 3 et 1433, où l'amiral Zheng He est parti sur d'immenses bateaux, des nefs imposantes comme l'Occident n'en aura pas construit, pour sillonner les mers et établir quelques comptoirs et rentrer. Et puis c'est tout. C'est la seule fois que ça a eu lieu. L'empereur a été affolé d'apprendre tout ça. Il a fait détruire la flotte. Et ce n'est que maintenant, par retour sur l'histoire, qu'on célèbre en Chine cet amiral qui avait complètement disparu de la circulation historique, si j'ose dire, des pensées chinoises. Tout ça pour vous dire que les Chinois ne sont pas habitués à aller coloniser. Mon interprétation est la suivante. Nous, les Occidentaux, nous sommes habitués à être des colonisateurs. Nous l'avons été. C'est intrinsèque à la présence de l'Occident européen à travers la planète. En d'autres termes, nous, Occidentaux et Européens en plus, par bellicosité, par volonté de puissance, par Weltanschauung, par compréhension du monde tel que nous l'avons, et je n'en ai pas honte, ça fait partie intrinsèque de notre culture, nous sommes allés porter la bonne parole, nous avons voulu christianiser la planète, nous avons voulu nous imposer et imposer des systèmes politiques, puis maintenant démocratiques, donc politiques démocratiques, et nous avons tendance à penser que toute nation, toute personne, tout leader qui en a les moyens, c'est-à-dire qui a les mêmes moyens que nous avons utilisés pendant longtemps, va s'en servir de la même manière, c'est-à-dire aller coloniser. Alors, de nos jours, on ne colonise de toute façon plus, mais on prend influence
on s'agrippe à ce que l'on peut et on veut imposer finalement ses propres intérêts. Je ne vous dis pas que les Chinois ne cherchent pas à imposer leurs propres intérêts, mais il s'agit de savoir quels sont leurs propres intérêts. Et leurs intérêts ne sont pas de changer nos sociétés. Pas du tout. Leur intérêt, c'est d'avoir accès à ces matières premières dont ils ont besoin. Parce qu'avec le rythme de développement qu'ils ont connu, ils ont besoin d'infiniment plus que ce qu'ils peuvent fournir depuis leur propre sol. Ils veulent autre chose aussi. Ils veulent être acceptés tels qu'ils sont, à la fois leur culture, mais aussi leur culture politique. Je vous ai dit, je ne suis pas un ami du communisme, donc moi ça ne me plaira jamais, mais ils veulent qu'on reconnaisse que c'est leur affaire et que c'est eux qui s'organisent comme ils veulent. Je peux continuer à ce sujet, mais vous m'aurez compris. Et puis troisièmement, centralement de nos jours, ils veulent qu'on suive leur politique sur Taïwan. Taïwan, l'ancienne Formose, est essentielle aux yeux des dirigeants actuels. Je reviendrai là-dessus aussi. Alors, cette crainte que nous avons en Occident d'un envahissement chinois, elle est fausse, mais elle est également soutenue, avivée par l'afflux de produits chinois sur nos marchés, qui pendant longtemps ont déferlé, d'autant plus qu'ils sont bon marché, que tout le monde n'est pas riche chez nous, et que ça arrangeait bien tout le monde de pouvoir avoir une gamme de produits beaucoup plus large chez nous, fabriqués en Chine. Et ils ne sont pas tous de mauvaise qualité, mais naturellement, quand le prix n'y est pas, alors évidemment, ils peuvent l'être. On en est resté là, à cette notion d'un envahissement de cheap products de l'usine du monde. Ce n'est pas faux, mais à s'arrêter un peu trop là-dessus, on en oublie l'essentiel moderne. Aujourd'hui, la Chine s'est tellement développée que c'est elle qui exporte ses moyens de production à l'étranger. They outsource. Ils vont faire produire et produire au Bangladesh, au Cambodge, en Afrique, dans des zones où les salaires sont beaucoup plus bas parce que les leurs sont tellement montés qu'ils font ce que nous avons fait le plus clair de notre existence moderne. Avec ça, ils sont un pays communiste, donc l'enseignement, les pays soviétiques, les pays communistes ont beaucoup misé sur l'éducation parce que c'est une bonne manière d'endoctriner les gens. Chez nous, ça aura été la religion qui l'aura fait. Eh bien, cet enseignement qui est tout à fait généralisé à travers le pays, il s'est concentré sur quoi? Naturellement pas sur les sciences sociales, les sciences politiques, puisqu'on leur demande aux Chinois une obédience presque aveugle des consignes du parti. Donc cet enseignement s'est beaucoup plus concentré sur, et les étudiants ont choisi beaucoup plus que chez nous la voie des sciences et des technologies, parce que ça, c'est neutre d'un point de vue politique, et donc le pays fournit environ un quart de tous les ingénieurs de la planète chaque année. Ils sont très forts dans ce secteur-là. Et les sciences sociales, pour eux, c'est un peu l'économie et puis les langues, parce qu'ils veulent être en contact avec le reste du monde. Donc, un niveau d'éducation très élevé qui leur aura permis des prouesses collectives, globales, dans des domaines qui étaient notre apanage. Alors, quand je dis notre apanage, c'est à la fois l'Occident, puis cette fois-ci, je vais parler comme Suisse, puisque l'innovation est devenue un des piliers de l'économie chinoise. Il y a 15 ans, quand le Global Innovation Index a été établi, inventé par l'Organisation de la propriété intellectuelle, l'INSEAD, une université américaine, cette présentation des pays du monde nous aura placé, nous les Suisses, en tête. Et pendant 15 ans, nous sommes restés numéro 1. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi se préparer à ne plus l'être, parce qu'on ne peut pas être numéro 1 tout le temps. Mais quand on regarde la Chine,
C'est assez intéressant. Ces index sont basés sur entre 120 et 145 critères qui s'ajoutent les uns aux autres pour établir une vision globale des choses. C'est très sérieux. Eh bien, la Chine, au départ, était 47e. Elle a stagné au niveau des 43, 45, 47e au début. Et cette année, elle est rentrée dans le groupe des 10 plus innovants du monde. On peut se dire la chose suivante, en aparté, c'est très bien d'être numéro 1, mais nous sommes 9 millions. Même si la moitié de nos 9 millions étaient des grands scientifiques, ça ne fait pas le poids par rapport à un pays aussi grand que la Chine, qui est aussi innovant. Alors j'en reviens à l'économie actuelle de la Chine. Sur cette base, innovation, sur cette base, développement tout azimut, ils sont allés trop loin dans certains secteurs et ils n'ont pas fini de s'améliorer dans d'autres. Ils sont allés trop loin dans l'immobilier. Voilà, l'immobilier, ça aura été, le vœu de tout un chacun qui s'enrichissait. Et donc tout a été placé dans l'immobilier. Les individus ont placé dans l'immobilier, les mariages se sont faits sur la base de la possession d'un appartement ou non. Le gouvernement a tout fait pour monétiser la terre, qui, c'est comme en Angleterre, appartient, quoi qu'il arrive, à l'État. On n'a qu'une location, mais à long terme. Et tout le système de corruption s'est aussi basé là-dessus, puisque les officiels délivraient des permis, mais voilà, se servaient au passage. Mais ça a créé un boom de l'immobilier fantastique. Et cette bulle a fini par exploser, comme vous le savez tous, parce qu'on lit la presse. Par ailleurs, la consommation intérieure a beaucoup évolué. Elle est partie dans le luxe, elle est partie dans beaucoup de choses, mais au fond, elle est restée bien inférieure à ce qu'elle pourrait l'être lorsque l'on compare cette deuxième puissance économique mondiale en chiffres absolus à la première, qui sont les États-Unis. On constate que le déséquilibre entre le secteur de la consommation est encore beaucoup plus fort que le déséquilibre, enfin que le gap entre la richesse nationale chinoise et la richesse nationale américaine. Donc là, il y a aussi déséquilibre. Et puis, il y a eu, je vous l'ai dit, un ralentissement de croissance imposé par un raidissement idéologique du président Xi Jinping, et ceci a commencé en 18-19. Et en 22, il s'est fait élire à vie pratiquement. Il a fait exploser la constitution léguée des temps de Mao, et il peut maintenant rester à sa place pour toujours. J'y reviendrai aussi parce que sa position n'est pas aussi ferme et solide qu'il n'y paraît. Mais avec cela, avec ce raidissement idéologique, il y a eu également un ralentissement et dans certains secteurs un arrêt de l'entrepreneuriat, surtout chez les PME. On est retourné vers le système de grandes entreprises d'État qui pendant longtemps avaient été remises au pas, non pas écartées, comprenons-nous, mais non plus considérées comme le nec plus ultra, le ABC et le Graal de l'économie communiste. Non, c'était pendant longtemps les PME, l'industrie privée, l'entreprise privée. Puis maintenant, ça a été ralenti. Donc ça nous donne ces déséquilibres qui ont abouti à un très fort taux de chômage. Les jeunes de la dernière des générations sont au chômage à raison d'environ 20%. Chiffre officiel, 18,7, des choses comme ça. Mais je ne mange pas de ce pain-là parce que je sais très bien que sur cette immense quantité d'ingénieurs et de gens surformés, bien formés, avec des diplômes universitaires, un très grand nombre finissent dans des petits jobs qui ne sont absolument pas à leur niveau. Alors évidemment, ça cache le chômage, mais c'est du chômage larvé quand même. Donc ça, ce sont les déséquilibres du pays. Et ces déséquilibres sont perçus par la population, qui commence à nouveau, comme avant, je vous parlais de la pollution, à se plaindre et même
on en est arrivé, ce que je n'avais jamais vécu lors de mes 5 ans passés là-bas, à se plaindre publiquement du grand chef Xi Jinping. Unerhört. Ça n'avait pas lieu il y a encore un certain temps. C'est pour ça que je vous dis que la position, je peux élaborer à ce sujet, mais enfin, le Politburo commence à bloquer un peu la gouvernance de Xi Jinping et les choses pourraient évoluer et le public attend une évolution à ce niveau-là. Alors, dans la presse, aujourd'hui, je sens personnellement, ça c'est moi, je ne vous dis pas que vous êtes comme ça, mais je sens une espèce de délectation dans la critique de la Chine, parce que cette fois-ci, on a des preuves chiffrées de choses qui ne fonctionnent pas là-bas. En revanche, il y a peu ou pas assez qui est dit au sujet de la force encore extrêmement vive, du dynamisme des secteurs qui, eux, vont bien. La Chine est devenue et restera une puissance scientifique, technologique, d'innovation, je vous le disais, une puissance dans le domaine médical, dans tout ce qui est moderne, l'intelligence artificielle naturellement. Ils sont les champions du big data, des mégadonnées. Ils ont beaucoup misé là-dessus. Et ils sont devenus également une grande puissance militaire. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Les sanctions qu'on leur a imposées après Tiananmen, les événements de Tiananmen, qui sont très moches, donc, et qui sont aussi le fait de Deng Xiaoping, c'est en 89. Eh bien, depuis lors, la Chine est sous sanction pour tout le volet militaire. Résultat, évidemment, ils ont développé leur propre système et ils sont très fortiches dans ce domaine-là. Ici, si j'en parle, c'est pour souligner un danger que je m'étonne de trouver dorénavant réel. C'est celui de grabuge, pour ne pas dire plus ni moins, autour de Taïwan. La vision stratégico-idéologique et personnelle de Xi Jinping, c'est qu'il faut absolument récupérer Taïwan au plus tard lors du centenaire de l'existence de la Chine moderne populaire, c'est-à-dire en 1949. Et l'armée est en train de... Mais l'armée, c'est l'aviation et la marine. La marine chinoise, en nombre de bâtiments, est déjà plus grande que la marine américaine. Eh bien, l'objectif militaire imposé aux militaires, c'est de gagner une guerre en 2035. Et ça veut dire évidemment faire peur aux Américains, parce qu'au-delà de Taïwan, la Chine se sent encerclée par des bases américaines et par une présence armée de leur principal rival. Donc ça n'annonce pas que des lendemains qui chantent. Là, nous avons un problème. Notez que la logique voudrait que ceci n'ait pas lieu. Taïwan et la Chine s'entendaient admirablement bien avant ce raidissement idéologique. Les Taïwanais pouvaient aller en Chine et allaient en Chine très librement, et vice-versa aussi. Les officiels étrangers, non, parce qu'ils voulaient éviter tout semblant de reconnaissance de l'indépendance de Taïwan, Chinese Taipei. Mais avec ce raidissement militaire, belliqueux, guerrier, Taïwan n'est plus ce qu'il pouvait être auparavant, c'est-à-dire un des grands partenaires commerciaux et donc aussi sociaux, si j'ose dire, de la Chine. Donc là, caveat, là, problème. Pour le reste, en revanche, on commence à constater deux choses dans les relations internationales de la Chine. Avec le phénomène Trump, et je peux vous parler longuement de la géopolitique moderne, mais ce n'est pas le propos et ce n'est pas le sujet. Mais avec le phénomène Trump, les Chinois qui pensent toujours à très long terme, qui sont de véritables stratèges, ont compris qu'il fallait rester ferme sur certaines bases et puis lâcher du lest par ailleurs. Ce qui veut dire que actuellement, ce sont les seuls qui tiennent tête aux Américains en ce qui concerne les négociations commerciales et les taxes, comme on ne devrait pas le dire, c'est-à-dire les droits de douane. Mais
on constate qu'en Asie, où Trump cherche désespérément à trouver de nouvelles raisons d'obtenir le prix Nobel de la paix, les Chinois cèdent la main. C'est Trump qui a réglé la guerre entre la Thaïlande et un de ses voisins, entre le Myanmar et les Karen. Enfin bref, c'est lui qui s'attribue tout seul, alors que c'était les Chinois qui étaient en train de négocier la paix entre le Cambodge et la Thaïlande. Pendant longtemps, les Chinois sont là, parce que évidemment c'est chez eux ça. Mais non, c'est Trump qui a exigé et qui a obtenu d'être seul à table avec les deux premiers ministres pour signer un accord de paix. En d'autres termes, les Chinois cèdent sur un certain point, sur un certain front face à Trump, c'est-à-dire aux États-Unis, mais restent absolument fermes dans leurs négociations commerciales. Et jusqu'à maintenant, ça leur réussit. On sait que, naturellement, ils possèdent une grande avance dans le domaine des terres rares. Les terres rares, il y en a partout dans le monde. Le problème est que l'exploitation de ces terres rares est très longue, difficile, coûteuse et polluante. Et donc, il y a beaucoup de pays qui ne se sont pas lancés là-dedans. L'Europe pourrait, elle en a aussi, mais ce n'est pas dans notre nature de nos jours que de partir dans une direction très polluante. Donc les Chinois ont des avances dans ces secteurs-là et ils continueront à s'affirmer. Alors quand je mets les choses ensemble, je vous dirais qu'on n'a pas tort de considérer que la Chine, comme écoutez n'importe quel pays, a des déséquilibres internes, des problèmes internes et des problèmes économiques marqués. Mais on perdrait de vue l'essentiel si on ne comprenait pas qu'elle a une résilience, une capacité de faire front qui, elle, est véritablement nationale. Vous n'avez pas des mouvements comme chez nous qui sont toujours en opposition les uns les autres et qui bloquent les autorités. Non, pas du tout. Ils sont, de ce point de vue-là, beaucoup plus unis, capables d'affronter, et cette résilience leur permettra également de supporter les avanies ou bien les manques, les baisses statistiques dans tel ou tel domaine, sans pour autant perdre de leur dynamisme, qui fait que si j'étais un investisseur, ou si j'étais une entreprise qui cherchait à conquérir ce marché le plus grand de la planète, parce que ne nous laissons pas distraire par le fait que l'Inde est devenue plus populeuse encore que la Chine, le marché intérieur indien, la force économique indienne et la force sociale indienne est infiniment inférieure à ce qu'est devenue la Chine actuelle. Alors, ce très grand marché reste extrêmement intéressant et on y trouve de plus en plus des partenaires possibles, potentiels, en ceci que dans la côte Est, c'est l'essentiel du pays, vous avez des gens très bien formés, dont les salaires sont devenus élevés, certes, mais où on peut établir des joint ventures, où on peut investir et sentir, disons, que l'on fait partie de cette vague qui porte l'économie en avant. Merci Jean-Jacques à ce stade. À la COP25 en 2019, j'ai eu la chance d'être invité avec la délégation chinoise et on m'a offert un livre qui était Xi Jinping, la gouvernance de la Chine. Ce sont tous les discours et conférences de Xi Jinping, ces 2 volumes de 1000 pages chacun à peu près. Et dans une page, j'ai lu où il dit « On va finaliser le modèle social-économique de la Chine et dès qu'il sera abouti, on va le formaliser dans le monde. » Premier point. Deuxième élément, le colonialisme européen était une forme de prise de possession de matières premières, de zones de matières premières. Et si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une forme de colonialisme de la Chine, surtout en Afrique, qui est un stock mondial d'énormément de matières premières? Alors, je maintiens que je ne trouve pas de raison de penser que la Chine est colonialiste. En revanche, elle demande au monde d'accepter son modèle. Et ce qui se produit, au-delà du messianisme, alors vraiment propre à Xi Jinping lui-même, qui cherchait, à travers ses bouquins que
dont on peut se servir comme poids pour garder sa nappe en place. Ce qu'ils veulent, c'est que leur modèle de gouvernance soit accepté. Et ce qui se produit, c'est que dans une majorité de pays du monde maintenant, à une époque où les autoritarismes ont le vent en poupe, eh bien, ce modèle chinois fait rêver beaucoup de dirigeants et même de peuples, puisqu'ils constatent cet énorme développement économique et les gouvernants constatent qu'on peut gouverner sans trop tenir compte des aspirations des uns et des autres en dehors de la ligne du parti. Alors de ce point de vue-là, ils n'ont pas besoin d'être messianiques, ils constituent simplement un exemple. Et de ce point de vue-là, ce qu'il y a de malheureux, c'est que nos démocraties, cette fois-ci je parle en termes modernes, le colonialisme c'est fini depuis très longtemps, mais nos démocraties n'ont pas su et ne savent toujours pas reprendre la main en ce qui concerne l'exposition, la présentation de notre modèle. On a, à travers le monde, un sentiment marqué du déclin même des États-Unis et certainement de l'Europe. Il ne tient qu'à nous, Européens, de relever ce défi, de réexpliquer les fondements de notre société, explications qui sont d'autant plus utiles que de nos jours, avec les réseaux sociaux et la désinformation, on perd de vue les fondamentaux. Je défie beaucoup de gens qui prennent position ouvertement d'avoir la moindre conscience et connaissance des fondements, comme je les appelle, c'est-à-dire de théories économiques, sociales, politiques, qui sous-tendent nos démocraties occidentales. Il faut réexpliquer cela. Entre-temps, ce qui se produit, c'est qu'on constate que les chiffres ne sont pas bons chez nous, mais que la Chine venue de nulle part s'est hissée au niveau qui est bien connu. Et c'est ça, cette espèce de messianisme, par simplement l'exemple. Et quand on dit que la Chine est présente en Afrique, mais bien sûr qu'elle est présente en Afrique, à cause des ressources qu'il y a, à cause de la pauvreté de l'Afrique, qui n'arrive pas à se sortir de sa pauvreté. Et à ce stade, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la coopération au développement, sur l'histoire de la colonisation aussi. Et je constate que de nos jours, les Africains sont principalement responsables de ce qui leur arrive. Que pendant longtemps, ils aient pu incriminer le colonialisme, ils avaient raison. Et c'était à nous de faire notre mea culpa. Mais de nos jours, c'est à eux de se sortir de leur predicament, de leur situation. Ils ont de la peine à le faire. Et les Chinois les aident, si déjà. Leur apportent de l'infrastructure, de l'argent et une certaine présence, mais qui n'est pas dirigiste. Ici et là, vous trouverez des exemples de soutien chinois au gouvernement en place. Oui, mais c'est parce qu'il est en place, c'est tout. Ils n'ont pas placé un gouvernement à leur solde. Merci. Bonjour et merci beaucoup pour cet exposé. Il y a un plan quinquennal qui démarre début d'année. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il dit et justement qu'est-ce qui nous attend sur les 5 prochaines années par rapport à la Chine ? Oui, les plans quinquennaux, c'est un peu comme des programmes de gouvernement chez nous. Il n'y a rien de particulier à l'idée de se projeter dans l'avenir et de poser des jalons. Alors c'est vrai que dans les systèmes communistes, ce n'est pas du tout qu'en Chine, c'est des plans quinquennaux, comme vous le dites, auxquels on se tient. Alors, c'est débattu au niveau des décideurs, et les décideurs, c'est le Politburo, c'est les autorités du parti, et ensuite ça s'applique. Tout le monde est très content d'apprendre que c'est dans cette direction que l'on va, parce que tout le monde a peur de faire des impairs et d'être en dehors de la norme, et donc on est très content d'appliquer parce qu'on sait où on va. Et ces plans maintenant ont été représentés comme à la fois la continuation de ce que l'on faisait, mais une focalisation toujours plus grande sur les éléments les plus dynamiques de la production, si vous voulez, chinoise, c'est-à-dire tout ce qui est innovation. Innovation über alles, et donc
les secteurs technologiques de pointe. On aurait pu imaginer qu'ils cherchent à pousser la consommation, pousser le commerce international. Non, il y a une forme d'entropie. Ils se concentrent sur eux-mêmes avec cette volonté de se sortir par eux-mêmes, seuls, de tous leurs problèmes. Ils ont, depuis fort longtemps, et non seulement à cause des sanctions qui leur ont été imposées après Tiananmen, mais tout simplement parce qu'ils ont conscience d'être puissants, mais puissants en termes démographiques, en termes de capacité prouvée de faire, plutôt que d'attendre qu'on vienne leur montrer. Et donc, il y a cette espèce de forme d'entropie, on se concentre sur soi-même et on continue à partir en avant sur des secteurs dont on sait qu'ils sont, pour certains, à la pointe absolue à travers le monde. Les panneaux solaires, c'est bien connu, les véhicules électriques et les batteries, c'est aussi bien connu, mais il y en a d'autres où ils excellent. Ils sont devenus une puissance spatiale également. Dans l'intelligence artificielle, à leur manière, ils se développent assez remarquablement. Et donc voilà, ces plans quinquennaux peuvent être ajustés en cours de route en fonction des réunions annuelles, le congrès du parti, n'est-ce pas, mais donnent à chacun ce sentiment de « on sait où on va ». Ma question aussi par rapport à l'Assemblée qui est ici, on sait que la Chine a un problème de vieillissement de la population. Est-ce qu'on peut tirer un enseignement? Comment est-ce qu'ils vont gérer notamment tout ce qui est retraite? Comment est-ce qu'ils ont un système de retraite comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un gros problème qu'ils adressent? Et comment est-ce que vous voyez l'avenir sur ce point-là? Et puis aussi pour nous, qui avons, dans une bonne mesure, mais on sait aussi ce problème de vieillissement, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer? Je suis arrivé en Chine en 2014. En 2014, déjà, les politologues locaux, donc les Chinois, considéraient que le vieillissement de la population était à long terme le problème numéro 1 de la Chine. Et c'est un fait. La population vieillit d'autant plus vite que la politique de l'enfant unique s'est maintenue jusqu'à plus ou moins récemment et qu'il y a des projections qui montrent un affaiblissement démographique le plus intense à travers la planète. Alors ce même affaiblissement a lieu en Italie, en Espagne, en France, un peu partout, sauf en Suisse où l'immigration nous permet à l'horizon 2000, j'ai oublié, 35 ou 50, non 50, d'envisager une augmentation de 150 000 personnes. Mais sinon partout, la Russie la première, vieillissement démographique. Mais alors chez les Chinois, c'est encore bien plus grand, parfaitement vrai. Avec cela, ce problème est connu. Et donc, depuis un certain temps, non seulement la politique de l'enfant unique a été éliminée, c'est maintenant, au contraire, les incitations à avoir plus d'enfants. Le problème qui se pose, c'est que les femmes, d'abord c'est les femmes qui continuent à faire des enfants, n'est-ce pas? Mais les femmes chinoises sont particulièrement entreprenantes, dynamiques, tournées vers un futur professionnel remarquable. Sur mes passés 5 ans en Chine, ce sont les jeunes femmes dans l'âge, vous savez, des jeunes professionnels qui m'ont le plus impressionné. Et ces femmes-là ne veulent plus d'enfants, parce qu'elles, c'est comme chez nous d'ailleurs, il y en a beaucoup qui veulent poursuivre leur carrière. Donc c'est un énorme problème aussi. Alors les solutions, on songe à l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes sont monnaie courante en Chine. Monnaie courante. Donc ça remplace la main-d'œuvre qui se rétrécit par rapport au vieillissement de la population pour la libérer pour d'autres tâches qui vont être beaucoup dans les soins et dans la médecine. Je connais une Chinoise qui veut venir en Suisse parce que la Suisse continue à fasciner les Chinois et qui voudrait ouvrir une librairie de vente de livres exclusivement composée de robots humanoïdes. Alors, chez nous, ça ne prendra pas, je pense. Mais chez eux, ça existe et ça fonctionne tellement bien que c'est pour ça qu'elle veut exporter ce modèle qui est établi à travers le pays. Donc, la focalisation sur tout le secteur économique de la santé et bien sûr de l'appui à la vieillesse
avec un réaménagement sans doute des rapports entre vieux et jeunes. Ils ont un avantage sur nous, les Chinois ou les Asiatiques d'une manière générale. Il est évident qu'il y a 3 âges, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Mais la vieillesse est pleinement professionnelle en ce qui concerne la garde des enfants. C'est eux qui gardent les enfants. Alors il y a de moins en moins d'enfants, donc il y a de moins en moins à garder. Mais je prétends que cette capacité de continuer à travailler, à se donner de la peine pour quelque chose, va être translatée dans le monde purement professionnel. Ça remplace des mains. Et avec d'une part l'intelligence artificielle et d'autre part le maintien, non pas l'accès, mais le maintien d'une partie des vieux dans les forces productives du pays, la Chine pourra s'en sortir. Et de ce point de vue-là, oui, si on veut bien, il y a toujours des enseignements à tirer chez l'autre. Et les Chinois qui sont beaucoup venus chez nous pour apprendre des tas de choses, eh bien nous aurions raison aussi, comme vous le faites en simplement posant la question, en se disant, allons voir comment est-ce qu'eux vont petit à petit régler ce problème, lancinant et grandissant. Je pense que c'est partout pareil, mais comment a évolué ces dernières décennies la structure familiale typique en Chine? Parce qu'une grande structure familiale, avec beaucoup de personnes, ça règle le problème des retraites. Écoutez, la Chine, excusez-moi, la Chine n'est pas l'Afrique. La structure familiale, c'est une structure familiale basée sur papa-maman. C'est pas tous les enfants du même âge appartiennent à toutes les femmes qui ont enfanté. C'est pas du tout, on n'est pas en Afrique. On est dans un système confucéen où les jeunes s'occupent des vieux, mais les vieux s'occupent des tout-petits, n'est-ce pas? Ça, je l'ai dit. Cette structure n'a pas tellement évolué. Les cellules familiales restent à peu près les mêmes, et la focalisation, l'anxiété du mariage est beaucoup plus grande que chez nous. Là où les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants et se mettent en concubinage facile, les parents, les gens plus jeunes que moi, mais sérieusement parents, continuent à absolument se focaliser sur le mariage. Ils veulent des mariages. Et donc il y a de plus en plus de mariages, nous dirions blancs, mais il ne s'agit pas de mariage blanc, c'est des mariages, it's a show marriage, c'est des mariages de photos. On prend des photos, on fait croire que notre fille s'est mariée avec le gaillard, rien que pour pouvoir montrer qu'on a accompli notre devoir dans ce domaine-là. Je connais une jeune femme, on était prêt à la payer pour qu'elle pose pour des photos, pour que son meilleur ami, qui se trouvait être un homme homosexuel, donne l'impression de s'être marié. C'est une anecdote, naturellement, mais c'est pour vous dire, cette notion familiale n'a pas évolué autant que chez nous. Sous le communisme pur et dur de Mao, comme dans beaucoup de communismes, l'idée de l'amour était évacuée, parce que c'est comme dans la religion chrétienne, on n'adore que Dieu. On aime sa femme ou son mari, mais on ne peut pas adorer autre chose que Dieu. Chez eux, l'amour était évacué au profit de concentration, âme et sentiments sur le parti. Ça a changé. Ça, oui, tout à fait. L'individualisme, maintenant, est très présent. Mais la notion de famille n'a pas tellement évolué et les jeunes continuent à se sentir très responsables face aux parents. Et donc, ce sera le jeune qui va acheter un appartement pour son père ou sa mère. Chez nous, c'est plutôt l'inverse. C'est les parents qui aident à l'achat d'un bien immobilier, tandis que chez eux, non, parce que justement, ils sont agréablement et bellement prisonniers d'un respect pour la famille. Nous avons des investisseurs, des conseillers et autres. Une seule question, oui, non, est-ce possible? Peut-on avoir confiance en la Chine de 2030 en investissant aujourd'hui dans leur économie? Selon la branche dans laquelle vous investissez, oui. La Chine est devenue... La Chine, de ce point de vue-là, est un État de droit.
les règles s'appliquent. En revanche, si vous investissez, ne soyez pas seul. Il faut vous faire accompagner par des locaux qui vous veulent du bien. Le pays est culturellement trop différent pour que vous tombiez dans des pièges et que vous montriez que vous ne comprenez tellement pas la Chine que vous ne vous donnez même pas la peine de l'approcher avec des béquilles. Les béquilles étant justement ces passeurs. Et si vous ne le faites pas, vous vous ferez avoir. Merci. Alors, le propos est là. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en parlerez. L'année prochaine, notez déjà pour la date pour ceux qui ont envie de venir. Merci beaucoup. Bon retour à vous. À tout bientôt.